Et bonsoir à tous, ici Hugo Perez pour Hugo Dogs, bienvenue dans Radio Cabot. Cette semaine, une nouvelle émission. Je reçois ce soir Laura Bellèche, masseur animalier, et du coup on va parler massage canin, la discipline, la pratique, comment ça se passe, etc. etc. Bonjour à tous, bonsoir à tous. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, évidemment. Donc en live sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à partager également le lien pour le faire découvrir à tout le monde. Comme d'habitude, le petit retour son, le petit retour image qui vont bien. Et puis dans quelques instants, je vais laisser Laura se présenter. Donc aujourd'hui, émission un petit poil plus légère que la dernière. On était rentré un peu dans le technique, éducation et comportement et apprentissage du chien la dernière fois. Aujourd'hui, ça va être détente, ça va être massage. Ça va être un peu plus cool. Et on va voir aussi que voilà, il y a quand même des choses derrière qui sont intéressantes, y compris aussi ce que je vais un petit peu insister là-dessus parce que c'est un point qui est vraiment important et intéressant de mon point de vue et qu'on pourrait s'inspirer nous dans notre monde d'éducateur canin. Si je prends la casquette d'éducateur canin, c'est au niveau de la structure, d'accord, on en parlera tranquillement avec Laura sur tout ce qui est structure. Merci Tristan et salut à toi pour le son. Et puis, écoute, voilà, je vous laisse partager le live, le diffuser, vous installer tranquillement. Et puis, je vais pouvoir laisser Laura se présenter. Bonjour à tout le monde. Donc, Laura Belaïch, je suis masseur pour chevaux, chiens, chats, enfin masseur animalier certifié par l'État. Alors, moi, j'ai fini ma formation en mai 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an. Je suis à mon compte, itinérante, je viens à domicile et dans les structures canines, équines et donc chez la personne. Donc voilà, ce sont des manœuvres massage, stretching et en complément enveloppement aux algues. Ce sont des techniques de kiné humaines dont on s'est inspiré pour les animaux. Donc vraiment, ma directrice s'est inspirée de ça et de Thalasso. Donc c'est la fondatrice de des produits d'algues et aussi ma directrice de formation. Donc voilà, donc on s'est inspiré vraiment de l'humain pour apporter du bien-être, du confort physique aux animaux, du suivi sportif et de la réhabilitation remise en forme après on va en parler plus en détail, mais après une opération, une pathologie, une immobilisation, etc. On attend que le traitement vétérinaire soit terminé, vraiment, parce que nous, on est dans le bien-être, simplement. Et donc là, on fait une sorte de remise en forme pour repartir du bon pied. D'accord. Donc, on verra ça un petit peu plus en détail, du coup, après, j'imagine, avec les questions, mais voilà. Super. Merci pour ta présentation. On accueille évidemment Jean-Pierre qui est un habitué maintenant sur le chat. Bonsoir à toi Jean-Pierre. Donc effectivement, on va peut-être démarrer par le commencement entre guillemets, aborder tout ce qui est formation, école et apprentissage de la discipline en fait. Peut-être résumer un petit peu aussi la discipline. Donc tu l'as dit que ça s'oriente sur du bien-être et pas sur du médical. Cette distinction-là, tu l'as faite et elle est importante à tes yeux et aux yeux de cette discipline-là. On est sur le bien-être et on n'est pas sur le côté médical. Il peut y avoir des passerelles ensuite qui vont aider, hein, forcément un chien qui va être... Bon, je vais prendre l'exemple des chiens ce soir hein, pour se focaliser plutôt sur notre sujet, mais j'imagine que ça se transpose également aux autres types d'animaux. Évidemment qu'un chien qui va être plus détendu, plus relaxé, plus tout ça va mieux récupérer forcément, mais votre but premier en tant que masseur animalier, ça reste le bien-être et la détente. C'est ça, on a eu on a eu une réglementation. En fait, on a été moi quand j'ai passé mon examen presque final, parce qu'après il y a eu un mémoire, je vais revenir un peu plus sur la formation. J'ai su 2 semaines après que la formation a été certifiée par l'État. Et à l'issue de ça, quelques temps plus tard, on a une réglementation par l'ordre des vétérinaires
parce que nous, on est inscrit au RNCP, donc en tant que physiothérapeute manuel équin et canin. Mais voilà, la réglementation nous permet d'être seulement dans le bien-être, suivi sportif et réhabilitation. Donc, on a réorienté notre terme en tant que masseur animalier. Donc D'accord. voilà, chacun est bien dans sa case, dans sa fonction, et vraiment on est partenaire du confort pour les animaux. C'est vraiment un lien entre les professions. Ok. Est-ce que Euh, tu peux peut-être nous donner l'école, le nom de l'école ou de la formation en particulier? alors moi j'ai fait Equiphysio, D'accord. ça s'appelle simplement. Ok. Donc en fait, c'est une école, on fait à peu près un peu plus de 1000 heures de formation. On fait une moitié de théorie et pratique à l'école, et le reste du temps, on fait du stage pratique, voilà, sur les chevaux. Alors on fait vraiment toute la grosse partie sur les chevaux. Mhm. Et après, il y a donc moi j'ai eu un mémoire. Depuis que ça a été certifié, les personnes font une étude de cas. Moi j'ai eu un mémoire du coup où on pouvait faire un plus que qu'un seul cas. Donc ça m'a permis du coup d'avoir ma certification. Et du coup, où je voulais en venir. Du coup, oui, voilà. Plus, en fait, on a fait une semaine de spécialisation pour les chiens. Donc, en fait, vraiment tout ce qu'on a appris sur les chevaux pendant les 1000 heures, Mm. on les a un petit peu plus, on a un peu plus vu la différence, des petites différences entre les chiens au niveau voilà, de l'anatomie, biomécanique, les différentes disciplines qui sont pas les mêmes voilà que dans le monde de l'équitation, etc. Donc voilà, on a vraiment une spécialité D'accord. en plus. Je reviens un petit peu sur les formations. Donc, la certification que tu as obtenue est reconnue par l'État. Est-ce que Mm. tu sais si sur d'autres formations de massage animalier, justement, ça s'est De ce répandu que un je petit peu sais, cette reconnaissance par l'État ou ça reste plutôt réservé à l'école ou la formation en particulier que tu alors as suivi toi? de ce que je sais, enfin Equiphysio est la seule formation de France à être reconnue par l'État D'accord, donc c'est quand même relativement aujourd'hui. jeune. Voilà, Oui. d'accord, ok. Oui. Elle a été fondée en 2011, il me semble, et puis en 2018, elle a été certifiée par l'État. Ouais, Euh, et, euh, Et oui, du coup, il me semble que, en tout cas, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la seule. d'accord, ok. Voilà. Donc ça pourrait nous inspirer, et, éducateur canin, ok, de chercher un petit peu cette certification par l'État, ou en tout cas arriver à piloter et à s'orienter un peu de plus en plus vers ce genre de choses. Je trouve que c'est intéressant la structure qui a été apportée à cette discipline-là, où on pourrait se dire qu'elle est à peu près similaire, on va dire, à l'éducation canine, dans le sens où bah voilà, il y a un nombre de formations disponibles sur le marché, chacun va un petit peu où il veut, chacun suit un petit peu les personnes qu'il a envie de suivre. Il se développe ensuite sa propre manière d'aborder le sujet. Mhm. Mais voilà, de savoir qu'il y a des structures réelles, tangibles, et qui mènent à une certification reconnue par l'État, ça pourrait quand même nous inspirer un petit peu et peut-être nous encourager à nous bouger aussi de ce point de vue-là. La Ouais. réglementation, elle a pour but en fait d'apporter un peu plus de structure dans tout ce qui se passe et aussi, comme tu le dis, sur la relation avec les autres corps de métier, notamment Mm. le vétérinaire en particulier dans ta situation, mais ça peut être aussi l'ostéo par exemple pour ta L'ostéo, clairement. situation, Oui. Oui. même pourquoi pas un éducateur canin aussi, hein, pour travailler avec lui, c'est ce qu'on va faire nous d'ailleurs ensemble, Oui. Mm. pour comment dire, accompagner dans une problématique ou dans le bien-être du chien. Oui. Oui, il y Euh, a tout ce qui est. Moi, je travaille avec des saddle fitters aussi, par exemple, des selliers, etc., qui font du matériel. ouais. C'est important quand même de montrer qu'on a aussi eu une formation complète, Mm. anatomie, physiologie, biomécanique, etc. Montrer que, voilà, enfin, entre guillemets, on est professionnel, on sait ce qu'on fait, et on peut avoir plusieurs partenaires à qui on peut faire confiance, et inversement.
Donc oui, c'est important effectivement pour aller de l'avant. Ouais, tout à fait. Et puis c'est moi aussi là où je trouve que c'est intéressant, c'est dans le dialogue avec les autres corps les autres professions. Je me répète un petit peu, mais j'insiste un peu surtout en ces temps où des propositions de loi sortent sur l'éducation canine, sur le bien-être animal, etc. Finalement, on se rend un petit peu compte que dans l'éducation, bon bah il n'y a pas vraiment d'interlocuteur en particulier sur le côté éducation canine pure, etc. Donc va y avoir des associations de protection animale pour ce qui est du bien-être animal, va y avoir la SCC principalement sur ce qui va être sport canin ou activités canines encadrées par la SCC par exemple, des fédérations d'hiver pour des activités en particulier sur de la chasse ou ce genre de choses. Mais sur l'éducation du chien de famille, il n'y a pas grand monde comme interlocuteur aux yeux de l'État pour venir converser avec. On y reviendra, je pense, dans un autre épisode. Hein. C'est pas trop le sujet de développer ce sujet-là avec toi, surtout que voilà, sur le côté éducation, c'est pas ta priorité, mais ce qui est important, non, je fais appel à toi. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que voilà, le travail de certification par l'État a mené à un dialogue avec l'ordre des vétérinaires. Bah alors, grâce à une association. Voilà, bon, adhérents, tout s'est découlé en fait c'est ça. au fur et à mesure. Mais au niveau ouais, bien sûr Bertrand, j'augmente le micro, effectivement. Hop. Merci pour le retour son. Et donc oui, mais cette reconnaissance par l'État mène quand même à une facilité derrière de communication avec les autres corps de métier et les autres domaines d'activité. Clairement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour réagir dans le chat. Alors vis-à-vis, si je reprends rapidement cette histoire de proposition de loi et tout ça, je pense qu'on fera une petite émission avec quelqu'un qui est un peu calé dessus pour en discuter, voire un peu échanger autour de ce sujet-là et tout ça. Hein. C'est pas l'objectif de ce soir, tout le monde est un peu chahuté par ça sur les réseaux là. Mais voilà, on se concentrera là-dessus sur une autre émission. Et donc on va continuer plutôt sur le massage canin cette fois. Donc niveau formation, c'est à peu près clair. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton type de clientèle, du coup, vers lesquels tu t'adresses? Alors, principalement particuliers, des propriétaires qui ont chevaux, chiens, qui font du sport ou pas. Ça peut être des chiens, alors on va rester sur le chien aussi au maximum, mais voilà. De compagnie aussi. Donc, je fais des structures également, des gérants qui peuvent m'appeler pour faire des rassemblements ou pour leurs animaux. J'ai une association la dernière fois aussi. Donc voilà, ça peut être des professionnels aussi, éducateurs qui m'appellent pour leurs animaux. Ça peut être cavalier professionnel. Ça peut être vraiment large au niveau. Enfin voilà, tout le monde peut me contacter pour ça, mais voilà, particulier principalement. Ok. Il y a Alizé qui nous demande combien de temps dure la formation. Tu as donné le chiffre de 1000 heures, mais ça se fait en 1000 heures. En combien de temps? Moi, je l'ai fait en 1 an et demi à peu près. Alors, c'est très condensé. Il faut savoir qu'on bosse assez fort. Et du coup, là, il me semble que c'est en 1 an, puisqu'il n'y a plus le mémoire, mais l'étude de cas. Voilà. D'accord. Ok. En présentiel, du coup, sur le théorie pratique et sur le stage. Ça a changé parce que j'ai pas suivi du coup après la certification. Ouais. En tout cas, moi, c'était 1 semaine par mois de théorie et pratique. Voilà, 5 jours vraiment plein. Et les 3 semaines qui restaient, c'était des stages, du coup, la pratique sur les animaux. D'accord. Et les révisions à fond. Ok. Ça me fait penser niveau formation, on va un peu dévier là-dessus. Par rapport à toi, ce que tu as pu recevoir comme enseignement, c'est que dans l'éducation canine, il y a en gros une petite opposition, on peut dire, même si en réalité ça se complète, ne prenez pas au mot, entre les formations à distance et les formations présentielles. Est-ce que dans ton domaine d'activité, tu vois aussi fleurir un petit peu de partout des formations à distance, par internet ou ce genre de choses?
Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti là-dessus? Est-ce que tu trouves que Alors, c'est c'est mon ressenti, pertinent hein, ou- je parle à mon mais Bien sûr, ouais. pour moi, les ressentis justement sur l'animal ne peuvent pas se faire à distance. On peut pas, voilà. Tout ce qui est pratique, tout ce qui est vraiment, pour moi, c'est un global. Donc, pour moi, ça doit se faire vraiment au niveau de l'animal. On doit même échanger, etc. Enfin, pour moi, c'est pas possible. Mhm. Pas mal de formations aussi qui sont très courtes, qui donnent des formations de 2 jours et qui disent qu'on peut devenir masseur professionnel en 2 jours. Pour moi, il y a plein d'indications, de contre-indications qu'on a eu. On a eu des cours, on a eu des cours vétérinaires, on a eu des cours de ostéo et kiné humain enfin des professeurs ostéo et kiné humain et équin, enfin et animalier. Donc voilà, c'était vraiment poussé dans le sens anatomie, physiologie, etc. Et sur la pratique, tout ce qu'on voyait en théorie juste avant, on le voyait en pratique le lendemain ou sur le lendemain. Et, euh, et voilà, pour moi, un massage, c'est vraiment, enfin, c'est palpable, quoi. On peut Mhm. pas, pour moi, hein, on peut pas. Il y a les limites des muscles. Voilà, faut aussi sentir ça. Et on a besoin d'avoir un tuteur qui nous dit bah là tu fais un stretching un peu trop comme ci comme ça, enfin il y a tout un une observation à faire, enfin voilà, pour moi là en France c'est pas possible non, D'accord, tiens qu'à moi. ça marche. Voilà. Donc sur la question globalement, pourquoi masser un chien? Bah évidemment, c'est pour plein de raisons différentes, que ce soit du bien-être, de la détente, de la récupération sportive après coup, ou Exactement, de la préparation à l'effort aussi, si je note, oui, si j'ai bien compris de ce qu'on a déjà c'est discuté. ça. Alors là Euh, c'est la question du coup. et donc ça, ok, on voit un peu ce que ça peut donner. Oui. Euh, Souvent, est-ce que ça t'arrive aussi d'enseigner au maître ou au propriétaire de l'animal des techniques pour lui-même peut-être refaire des petites techniques, des petites séances, voilà, alors pas Oui, forcément avec la précision que tu vas avoir ou les- en général c'est réserver en- certaines techniques évidemment que à toi, mais ça oui. t'arrive aussi d'enseigner un petit peu cette chose-là pour que la personne puisse le reproduire presque quotidiennement ou en tout cas de temps en temps régulièrement. Je peux, ouais. Alors, du coup, moi, c'est vraiment à la première séance, on voit toutes les tensions, on observe, on voit comment il marche, il trotte, etc. Et après, voilà, si on fait un suivi, effectivement, je peux montrer deux, trois petites techniques en superficiel. Voilà, forcément, nous, on a eu c'est un peu plus poussé. Mais effectivement, après, par exemple, pour une récupération, montrer un peu comment drainer. Les toxines, pour minimiser les courbatures, etc. Oui, je peux donner, en tout cas, s'il y a un suivi derrière, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Pour avoir une idée un peu en termes de fréquence et comment dire, pas d'efficacité, mais de résultats un petit peu pour avoir une idée. Euh, Globalement, juste pour préciser un peu ma question, en éducation canine, si on devait donner une fourchette un peu large, enfin large, mhm, une fourchette propre à ma sensibilité par exemple, oui, on se dirait que voilà, entre 5 et 10 séances, pour donner une idée assez vague, entre 5 et 10 séances, sur un chien qui a un petit peu des troubles du comportement faibles, mais un petit peu partout, on va dire, on peut arriver à un résultat notable. Parfois d'accord. moins, parfois plus, évidemment, ça dépend complètement de la situation et tout ça, mais pour donner une vague idée en termes de fréquence, c'est un peu ce qui nous convient dans l'idée. Est-ce que toi, sur un suivi, par exemple, donc on va prendre une pathologie, un chien qui s'est cassé une patte ou quelque chose comme ça, Oui, donc on a bien compris, hein, le traitement vétérinaire a été fait, le suivi vétérinaire a été fait, c'est terminé, la personne t'appelle pour aider à la rééducation du membre sûrement, ou à ce que ça se rétablisse un petit peu mieux. Est-ce que mm. tu peux nous donner une fourchette de nombre de séances, d'activités, de tout ça? C'est aussi difficile, C'est j'imagine. c'est compliqué parce que il y a de l'observation, il y a du palpatoire. Mhm. Et c'est en fonction du chien, des objectifs, de la situation, de ses antécédents, de comment il a réussi à détendre, enfin j'ai réussi ou comment lui il a pu se détendre au niveau des tissus Mhm. sur la première séance. On peut voir par exemple au début de la séance, il y a eu de grosses tensions. Donc il y a certains chiens où j'arrive bien à détendre en une séance, il n'y a aucun souci.
D'autres, ça met plus de temps. Des fois, il faut plus de l'enveloppement aux algues. Voilà, vu que c'est des outils. En soi, c'est compliqué de donner. C'est vraiment sur le moment, par rapport au chien, par rapport Ok. à tout ça, en fait, la situation. Ouais, C'est ça marche. compliqué. Voilà, ça peut être 3, 5, 10 séances à espacer. Des fois tous les mois. Des fois, au début, on va faire quand même comment dire, plus rapproché Mhm. et ensuite espacé parce qu'il y aura moins besoin. Enfin, on va dire, ce sera moins urgent entre guillemets à ce qu'ils repartent vite. Donc, ouais, c'est compliqué de Ouais. pouvoir dire une Bah, fourchette. Ouais. je pourrais donner la même réponse pour l'éducation, évidemment, hein. J'ai donné une Mm. fourchette entre 5 et 10, mais évidemment que sur la première séance, on va tout de suite savoir si en fait il C'est va ça. nous en falloir 3 ou 12 ou 8 ou enfin Mm. voilà, ça reste Et des fois, effectivement on peut avoir du cas par cas. ça va très vite. Enfin, Mm. voilà, c'est. Ouais. Oui, c'est clair. Y a Jean-Pierre qui est surpris du mélange des animaux. Alors effectivement, le cheval il fait pas pareil que le chien dans le fonctionnement. Après voilà, j'imagine il y a des concepts de biomécanique de la même manière qu'en éducation canine, et je vais rabâcher un peu mon truc parce que c'est hyper important. Il y a des théories de l'apprentissage qui fonctionnent sur les chiens, mais sur tous les animaux et nous y compris. J'imagine que sur des concepts assez généraux, ça fonctionne de la même manière. Derrière, si je devais répondre à ta place, que je ne suis pas du tout ma sœur animalier, entendez-moi bien, je dirais quand même ça va plutôt être sur les efforts fournis et du coup les impacts qui vont être sur les différents membres, qui vont beaucoup changer entre les animaux, dans la manière de se déplacer ou dans l'activité sportive choisie. J'imagine le chien au flyball par exemple, pour sauter les haies et ensuite venir rebondir sur la plaque avec la balle, etc. Ça va, comment dire, créer des tensions dans certaines parties qui vont être spécifiques au chien et à cette activité par rapport à Voilà. un cheval qui va faire du saut ou je ne sais quelle autre activité. Est-ce que Oui, c'est ça. tu peux préciser un petit peu là-dessus, ouais? Oui, c'est ça. En fait, comment dire, en fait, les manœuvres sont les mêmes pratiquement pour un cheval et un chien. La seule différence, c'est effectivement les tensions qu'on peut trouver pour un chien de ring ne sera pas les mêmes zones, par exemple, qu'un cheval de western, par exemple. Et du coup, là, au niveau anatomie, c'est sensiblement pareil, en tout cas musculairement. Ouais. Il y a des petites choses qui changent, mais le tissu bouge tout autant. Enfin, voilà, c'est comme les humains, le fascia. Si on sait détendre un muscle, que ce soit un chien, un cheval, un humain, une tortue, Un chihuahua, on on y va mettre arrive deux quoi. doigts, et un cheval, on va mettre toute la main, par exemple. Enfin, voilà, D'accord, ok. c'est juste. Voilà, exactement. Ça marche. Y a Alizé qui nous demande sur une entorse si tu interviens. Euh, Non. D'accord. Non, toujours pareil, c'est. Alors, Voilà. tu peux lui conseiller d'aller voir quelqu'un en particulier, un corps de métier en particulier Bah, là, c'est vétérinaire. Ouais. Après, le vétérinaire peut peut-être orienter vers l'ostéopathie. Et là, une fois que tout est remis en ordre au niveau où il n'y a plus de traitement, etc., là, je peux intervenir. Effectivement, pour toutes les compensations du reste du corps, Mm. bah, par exemple, voilà, hein, il y a eu une boiterie pendant un moment. Donc forcément, il peut y avoir des tensions. S'il y a une entorse à droite, il y a des tensions peut-être à l'épaule gauche ou au lombaire ou quoi que ce soit. Donc c'est ça en fait. On va vraiment faire attention à ça et éviter les récidives d'une part Mm. et les blessures du corps, du reste du corps d'autre part. Ouais, d'accord. Voilà. Ça marche. On peut continuer d'ailleurs dans ces histoires de contre-indications. Donc effectivement, tout ce qui va être traitement veto sur une pathologie médicale, on a bien compris, ça on le laisse au veto. Est-ce que C'est ça. toi, sur d'autres situations, tu t'as déjà refusé des gens pour une contre-indication particulière, que ce soit l'âge du chien, ses pathologies précédentes, sa situation, ou je ne sais quoi? Non, alors du coup, tout ce qui est boiterie traumatique, donc ça on a bien dit, pathologie en phase aiguë, inflammation et ce qui peut être contre-indiqué, c'est la tumeur ou le cancer. Parce que D'accord. en fait, on va apporter du sang avec le massage. Il y a on peut potentiellement propager la tumeur.
Donc voilà, je préfère pas prendre un risque. Oui, effectivement, une fois j'ai dû refuser malheureusement. Hein, elle a voulu. Alors c'était une suspicion de tumeur Mhm. interne. On ne savait pas si c'était un kyste ou quoi que ce soit, sauf que le chien était âgé, donc il fallait faire une anesthésie pour le voilà, on n'a pas préféré voilà, le laisser tranquille et puis pourtant la propriétaire voulait vraiment lui faire du bien, mais malheureusement ouais, pour la tumeur on préfère, Ouais. voilà, garder comme ça. Et c'est pareil hein, pour une inflammation, juste pour dire par rapport à la réglementation, hein, c'est parce que une inflammation, sinon on va masser dessus, on peut faire une surinflammation, donc c'est pas le but. Voilà, une boiterie, on ne sait pas ce qu'il a, il peut y avoir quoi que ce soit. Sinon, on fait un stretching ou quoi qui n'est pas adapté, on peut empirer la chose, le tissu peut être endommagé, etc. Donc voilà, c'est vraiment, on a une observation aussi de boiterie avant de prendre en charge et de chaleur. On palpe tout le chien pour voir s'il y a des grosses sensibilités ou quoi que ce soit. D'accord. Donc voilà. Donc c'est les sinon après un, un animal en bonne santé, pas de problème. Voilà. S'il y a une maladie, bon c'est un peu plus compliqué. On attend que ça aille mieux, mais sinon il n'y a pas énormément de contre-indications mis à part ça. Ok. On peut, par rapport à l'âge, il n'y a pas d'âge du tout. J'ai massé un chien, il avait, il me semble, 5 mois. Et là, je masse des chiens de 14, 15 ans. Donc là, vraiment, pour l'âge, il n'y a aucun problème, quoi. Ok. Jean-Pierre, une question intéressante. Est-ce que tu as massé autre chose, enfin, un autre animal, pardon, qu'un cheval, chien ou chat? Donc ça reste Non. tes trois animaux de prédilection, enfin de spécialisation, on va dire. Mm. Pas encore de tortue, non? Pas encore de... Non. Ça, c'est des collègues qui m'avaient dit ça, mais non, non, pas de tortue, pas de vache, pas de Ouais, lapin. pourquoi pas, hein, sur des animaux de bétail ou tout ça. Bon, Clairement. ça se réfléchit, ça serait Mais pas non, idiot. non, j'ai eu mon premier chat il y a à peu près 3 semaines. Mhm. Mais non, non, cheval, chien, chat pour le moment, j'ai pas eu d'autres demandes. D'accord, ça marche. Euh, Super. Est-ce que ça t'est arrivé sur le côté chien et éducation de ne pas pouvoir masser un chien, soit parce qu'il ne supportait pas le contact, que ça soit par peur ou par agressivité, même si en fait la peur peut mener à l'agressivité, mais Ouais. j'entends par là par peur ou par surexcitation plutôt. Donc par agressivité ou par trop d'énergie, justement. Est-ce que ça t'est Oui. arrivé? Comment euh, t'as su gérer un peu ça? du coup, la dernière fois où je t'ai contacté Mhm. pour une chienne très craintive, très émotive, j'ai réussi à avoir un contact quand même, mais entrecoupé, parce qu'elle avait besoin de partir pour se retrouver, enfin voilà, souffler un peu. Ça se voyait qu'elle était pas. Alors, à un moment, on a réussi quand même on avait un petit peu de détente, mais c'était compliqué. Et je sais que là, il faut quand même, pour que j'aille plus loin dans la séance. C'est pour ça que je préfère donner le contact d'un éducateur comportementaliste Mhm. pour travailler en amont sur ça. Et ensuite, alors l'un va avec l'autre, hein, parce que du coup, le massage déstresse aussi. Bien sûr. Euh, j'ai des retours de propriétaires qui me disent ah bah mon animal est plus proche de moi, voilà, il est plus proche de l'homme après le massage. Mhm. En fait, chaque animal récupère un peu ce qui est bon pour lui concernant le massage. Il y en a, ça peut être plus dans la locomotion, dans la performance, dans la détente, au contraire, pour des animaux très, très anxieux ou très, très sur le qui-vive, etc. Des fois, ils arrivent dans le travail ou dans la vie quotidienne à mieux se poser. D'autres plutôt leur donner une grande forme parce qu'ils avaient un petit coup de mou à ce moment-là. Vraiment, en fait, les bienfaits sont différents à chaque fois. Ouais. On va chercher dans la locomotion, mais en soi, on peut avoir tout ça, ouais. Ça marche. C'est intéressant ces notions de bienfait. Ma question va peut-être être un peu tordue, pas forcément très claire. Est-ce que, comment dire, sur une même action de ta part,
oui, sur une même technique de ta part, tu vas avoir des réactions différentes de la part des différents chiens en fait, et que du coup ça va les ramener à l'équilibre selon ta manipulation, ou est-ce que tu adaptes ta manipulation pour chercher un équilibre? Je m'explique. Est-ce que si tu fais la même manipulation sur un chien qui a tendance à être plutôt peureux, ça va le rapprocher de l'humain? Et si tu fais la même manipulation sur un chien trop excité, est-ce que ça va avoir tendance à le canaliser? Ou justement tu adaptes tes techniques pour aller chercher des propriétés particulières, c'est-à-dire que sur le chien peureux, bah, tu vas peut-être plus être dans le dynamisme, et sur le chien plus excité, plus être dans le calme pour aller justement vers cette notion de calme. J'aurais tendance Effectivement. je sais pas, mais j'aurais tendance peut-être à dire, je sais pas trop, j'y ai pas trop réfléchi, que la même technique peut avoir des résultats complètement différents sur les chiens, pour les ramener à l'équilibre quoi qu'il arrive, mais je sais pas si tu as une expérience ou une observation sur ce sujet-là. Bah, c'est super intéressant comme question du coup, parce que nous, effectivement, on a des techniques différentes selon... en fait, on va avoir soit des techniques relaxantes, de détente, de lâcher prise, etc. Et on peut avoir aussi des massages plus toniques, par exemple, hein, pour un échauffement avant une épreuve ou quoi. Plus pour réveiller les muscles, pour être dispo pour la performance, etc. Mais en soi, la plupart du temps, la plupart du temps, je fais pas mal de relaxation au final, et en fait, les bienfaits peuvent être mixtes, hein. Ouais. Ça peut être comme tu disais, à l'inverse en fait, un chien plutôt pépère, il peut avoir une grande forme. Alors j'ai fait les mêmes techniques qu'un autre qui était super stressé. Ouais, ça peut être ça. Par contre, au niveau des effets, en fait, c'est le massage en lui-même, c'est la séance en elle-même, je pense, qui apporte ça. Ouais, ouais. Ben, je pense qu'on est dans une idée en fait que le chien trouve un état de détente et de relaxation des muscles et de l'esprit aussi. Et donc en fait ça nous amène derrière à presque un rééquilibre de son état à la fois on va dire mental et physique pour symboliser un peu ça. Et donc ben voilà, je pense que des mêmes techniques sur une même séance peuvent mener un chien excité à être plus calme et un chien un peu peureux ou sensible à être lui peut-être plus dynamique ou plus allant avec le mien ou plus proche au contact et tout ça. C'est ça. Et Ouais. ça m'étonne pas vu leur capacité d'adaptation de retourner vers l'équilibre à partir du moment où on vient dans un état un peu plus de détente, bah, les équilibres doivent se remettre là-dedans, sans compter tous les effets j'imagine au niveau des sécrétions du cerveau, C'est ça. Ouais. de la chimie du cerveau, etc., qui doivent être Bah, c'est assez tout importantes. l'organisme qu'on stimule. Mm. Donc, tout ce qui est physique, physiologique, nerveux, mental, émotionnel. Ça fait circuler le système immunitaire, pour aller un peu plus dans le détail, du coup. Mhm. Système respiratoire, digestif, voilà, de loin, hein, mais tout est lié. Ouais. Vraiment, tout est lié. Forcément musculaire, mais tout ce qui est, comme j'ai dit, nerveux. Voilà, vraiment, ça apporte un bien-être total du corps. C'est vraiment de l'organisme jusqu'au mental. Et enfin, voilà, c'est vraiment un tout, en fait, de bien-être. Mhm. Et pas que bien sûr, on cherche principalement à ce que la locomotion soit améliorée, à ce que la détente sur le moment aussi, voilà, hein, un moment de détente, tout le monde en a besoin. Mais effectivement, il y a pas mal de bienfaits à terme, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Jean-Pierre qui nous parle un petit peu d'intégrer une éducation à la manipulation pour faire en sorte d'approcher un lecteur de puce ou des prises de vaccination, de choses comme ça. Sur le travail de l'éducateur, je réponds rapidement Jean-Pierre, mais c'est ce qu'on fait déjà, c'est ce qu'on est censé faire déjà dans le métier de l'éducation canine. Il y a on va dire ça s'est développé un petit peu récemment là, sous le terme de medical training, pour relier cette éducation-là à tout ce qui va être traitements médicaux. Donc que ça soit passage chez le vétérinaire, mais également manipulation en tout genre, donc tout ce qui va être regarder la gueule, les dents, les pattes, les prises, les garrots, les lecteurs de puces, etc. Donc c'est déjà fait, et ça devrait déjà être fait sur la plupart des chiens. En tout cas, moi je m'assure à chaque fois que ça ne pose jamais de problème.
Si maintenant ça pose pas de problème de base, je montre rapidement aux gens comment on travaille, mais voilà, si évidemment il y a un souci avec une manipulation quelconque, on travaille correctement. Ça pour le coup, ça a plus être côté éducation. Mais le massage, il faut le réfléchir comme ça en fait. Si le chien éprouve un sentiment de bien-être avec quelqu'un qui est au contact, et parce que toi, Laura, tu as les techniques qui conviennent pour arriver à avoir une détente profonde, etc. du chien, et ben, s'il éprouve ce moment-là, en fait, il va associer le contact avec du repos, du bien-être, de la détente, et donc on aura quand même un travail qui sera fait de ce point de vue-là. Maintenant, il faut bien s'assurer que l'objet lecteur de puce, l'objet coupe-griffe, l'objet brosse, l'objet aiguille, etc. ne pose pas de soucis. Et c'est un autre travail qui est plutôt côté éducateur. Il y a Marie qui te remercie le travail fait sur Néo, alors tu as son bonjour et ses remerciements. Merci beaucoup. Ouais, un chien de ring du coup, donc forcément très sollicité et une propriétaire qui prend bien soin, vraiment D'accord. pour ostéo, hydrothérapie, massage, entraînement vraiment spécifique. Elle a des produits en plus, etc. Donc voilà, un vrai suivi avec Néo. Le plaisir. Merci beaucoup, Marie. Ok. Si on en revient justement aux produits que tu peux utiliser toi pour que ce soit tes séances ou même le suivi derrière ou ce genre de choses. Est-ce que donc j'ai noté le coût des enveloppements aux algues. Oui. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser d'autres produits, que ce soit du consommable, on va dire, pour une pratique, une manipulation, une technique en particulier, ou que ça soit même dans le cadre d'un environnement de travail? Je ne sais pas si pour une séance de massage, tu as une couverture en particulier, un panier, une table, comment ça se passe un peu à ce niveau-là? Alors, enveloppement aux algues, du coup, on a une partie qui est utilisée que par les professionnels et une partie que l'on peut du coup vendre directement aux particuliers. Donc c'est d'autres produits, voilà, aucun problème pour les utiliser au quotidien, en prévention, entre les séances, etc. Du coup, au niveau des enveloppements que moi j'utilise, donc ça peut être des fois selon la situation, encore une fois, selon la tension ou quoi que ce soit. Déjà, ça apporte oligo-éléments, minéraux et vitamines à l'organisme, les algues. Et en plus, du coup, alors des fois, ça peut être drainant. Donc après, par exemple, un gros effort, ça peut être un gros drainant pour éliminer les toxines, les déchets métaboliques, tout ça, en plus des massages et des stretchings. Ça peut être dynamisant, donc voilà, 3 jours avant une grosse épreuve, du coup, on va booster un peu l'organisme, alors toujours dans le naturel, hein, du coup, pour qu'au jour J, il soit vraiment au top. Alors ça, on va voir un peu à la maison aussi, parce que selon les animaux, les réactions ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir, voilà, entre les échéances où ça ne fatigue pas. Là, tu en parles en complément alimentaire, c'est ça? En ingestion, en cataplasme? En cataplasme. Ouais. D'accord, ok. Voilà, que moi j'utilise. En tout cas, selon la situation, si on m'appelle, est-ce qu'il est possible entre deux concours de venir pour voilà, si j'ai suivi avant le cheval, tout ça, pour qu'il soit, voilà, je sais pas, moi, il y a deux compétitions, samedi et dimanche. Est-ce qu'entre les deux, il est possible d'éviter qu'il ait des courbatures le dimanche et qu'il soit bien performant? Voilà, je peux venir pour mettre un certain type d'enveloppement avec du stretching, donc spécial compétition qui ne fatigue pas, etc. Voilà, donc ça peut être vraiment, c'est des gammes en fait différentes que j'utilise. Et après, au niveau, alors ça peut être du froid aussi. Enfin voilà, ça peut être vraiment pas mal de palettes. Et au niveau des matelas, c'est ça que tu disais au niveau Ouais, bah, c'est surtout, est-ce que tu utilises je sais pas, d'autres objets en fait que du consommable pour une technique de massage? D'autres objets qui pourraient être utiles? Non, alors du coup, moi, c'est que manuel. C'est que les mains. D'accord. Pas de machine, pas de, enfin rien de plus que les algues. Donc voilà, c'est que les mains, ça. Ok. Voilà.
pour ça, parce que pour moi, il y a besoin de vraiment de sensations et de communication avec l'animal. C'est-à-dire que ça peut être très précis, hein, un point de tension peut être très précis, et là, je vois où l'animal a un petit peu de sensibilité, Ouais, ou ça lui fait du bien, ou les deux en même temps des fois. d'accord. Du coup, c'est vraiment très précis en fait. Dans la main, la sensibilité de la main, nous, Mm, on mm. la développe hein, au fur et à mesure. Et alors, t'as travaillé avec, tu disais que tu avais certains professeurs ou enseignants qui étaient aussi kinés humains. Oui. Est-ce que on t'a, comment dire, je sais que moi pour avoir fait certaines séances de kiné, il fut un temps, on utilisait par exemple des petites électrodes avec une décharge qui venait stimuler en fait, je sais pas si c'est le muscle ou le tendon ou je ne sais quoi, sur une Mhm. espèce de, voilà, une très légère sensation. Euh, Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre de choses pour les chiens? Alors, tu les utilises pas très bien, mais est-ce que tu as pu en entendre parler d'une certaine manière ou Non, d'une autre? Non, c'est pas une technique non. qui a été adaptée aux chiens pour le moment ou aux chevaux? Alors peut-être les vétérinaires peuvent l'utiliser, c'est possible, mais en tout cas, non, personnellement, j'ai jamais entendu ça. D'accord, Non, ok, non. ça J'ai des marche. machines un peu, enfin surtout pour les chevaux. euh, j'ai entendu parler de machines, Mm. des choses comme ça. Enfin voilà, mais sinon non, j'ai pas. Après, moi, je suis en lien avec des kinés, hein, on discute hein, par rapport à tout ça, aux techniques manuelles, ceux qui sont plus machines, d'autres qui sont Mm, plus mm. humains, etc. Mais en tout cas, non, animaux, personnellement, non. Après, peut-être. Hein, Ouais, bien sûr. Non, mais c'était pour faire un parallèle, moi, sur des techniques d'éducation qu'on verra plus tard. Je garde un petit peu encore ça pour le moment. Je suis en train d'y réfléchir. Mm. Euh, super. Donc, algues, froid et les mains, quoi. Pas le petit gratte d'eau pour se gratter le dos. Tu prends pas ça Non, pour les séances. non, Non, pas pour le moment. Ok. non, non. Tu fonctionnes sur une séance de massage, on va dire classique. Alors évidemment, tu dois t'adapter forcément à chaque situation. Est-ce que tu as plutôt une préparation, un prérequis avant la séance? Est-ce que tu demandes aux gens, par exemple, d'avoir un petit, comment dire, une préparation? Moi, pour te dire un parallèle avec l'éducation qu'on pourrait avoir, Mm. c'est pas mal si les gens ont fait une petite promenade avec leur chien avant le cours, par exemple. Alors pas forcément une randonnée ni rien, mais voilà, une petite sortie pour le chien, comme ça il est un peu détendu, il est voilà, et puis ils peuvent me dire aussi comment s'est passée la promenade pour savoir sur la laisse ou sur le rappel ou sur ce genre de choses s'il y a eu des choses. Donc ça Ok. m'arrive régulièrement de demander une petite promenade au chien avant un cours. Comme prérequis, c'est en général plutôt pas mal. Est-ce que ça t'arrive toi d'avoir de demander ce genre de prérequis, d'autres éléments peut-être ou pas forcément, pas forcément. En général, surtout pour la première séance, après pour d'autres aussi, pour un peu connaître le tonus musculaire de l'animal, je demande à ce que justement il n'y ait pas d'effort avant. Mhm. Parce que les muscles sont différents, sont échauffés, etc. Après un effort. Donc le tonus n'est pas le même, la sensation de tension n'est pas la même aussi. Donc de restriction aussi au niveau amplitude par exemple de l'épaule ou quoi que ce soit, parce qu'on fait des petits testings hein, pour savoir voilà est-ce qu'un muscle est plus ou moins souple, est-ce que voilà est-ce qu'il y a besoin tout ça. Euh, du coup, par rapport à ça, oui, effectivement, je demande surtout la première séance de pouvoir faire une palpation entre guillemets neutre Mm. pour me baser sur son tonus musculaire enfin de base, je répète, Ouais, ouais. mais voilà. Autrement, non, j'ai pas, à part voilà, si c'est une récupération, bah, ça peut être juste après, hein, ça peut Mm, être le lendemain, ça peut être tout ça, mais euh, je demande pas forcément ça. Alors après, je demande quand même si c'est une séance de relaxation, etc., de ne pas faire de grosses séances le jour même et le lendemain, parce que le corps continue à travailler, en ouais. fait. Donc, ça peut prendre pas mal d'énergie. Donc, des fois, ils sont un peu fatigués le lendemain. Donc, je demande vraiment à ce que, sinon, ça peut faire enfin, ça peut ne pas être bénéfique en fait. Enfin voilà, faut le laisser un petit peu se réadapter à son nouveau schéma corporel, tout ça. Donc voilà, ça par contre, je demande à ce que le lendemain on fasse tranquillement off
ou léger en tout cas. Voilà. D'accord. Donc important sur l'après du repos ou du calme sur le 24 heures à 48 heures après C'est ça. après Ouais. la séance. Alors selon le chien, hein, des Oui, fois parce ça peut que être si c'est une voilà. préparation à un événement, forcément qu'il y aura. Mais Exactement. les techniques seront Oui, c'est différentes, d'autres. évidemment. On parlait plutôt Voilà. de la relaxation ouais, pour le coup. Ouais, ouais. Exactement. Ça marche. Alors n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, des sujets, des interrogations pour donner à Laura sur le massage, sur un petit peu tout ce qui se fait là. Donc il y a quelque chose qui est important aussi, quand on s'est rencontrés, on a discuté un petit peu, sur les termes employés pour la profession, pour l'activité, etc. Donc on a bien compris, association, en lien avec l'ordre des vétos pour convenir des limites et des opportunités de chaque travail, de chaque personne, chaque corps de métier. Est-ce que donc on va parler plutôt ostéopathie maintenant. J'ai l'impression, alors ça se développe de plus en plus. Je trouve que c'est une bonne chose d'avoir recours à ce genre de pratique pour son chien. Globalement, tu vas nous dire ce que tu en penses, mais voilà, si on a un chien qui est, on va dire lambda, sans pathologie particulière ou quoi, sûrement qu'une séance d'ostéo par an, c'est plutôt recommandé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive de recommander aux gens qui me posent la question ou même en abordant le sujet. Comment se positionner en tant que masseur animalier vis-à-vis des ostéos de ce point de vue-là? Alors très bien, on s'entend très bien. Je travaille avec pas mal d'ostéos, Mhm. que ça soit équin ou canin. On a un vrai lien parce que il y a beaucoup de choses en commun. Alors c'est pas le Ouais. même métier, c'est Je, pas la même pratique. je te coupe, peut-être te décaler Oui. un petit peu pour la lumière. Ah, Je pense que ouais, ça, hop, c'est ouais, bon. voilà, c'est nickel. Voilà. Donc c'est pas le même, voilà, c'est pas la même pratique, c'est pas le même métier, mais c'est très complémentaire. Mhm. Vraiment, de toute façon, un animal qui n'est pas suivi en ostéopathie, automatiquement, je demande à ce que, enfin, je conseille à ce qu'il soit vu en ostéopathie, c'est très important pour son confort physique, pour pareil, hein, pour éviter les blessures. Donc nous c'est pareil au niveau des massages, c'est pour aussi prévenir avant de guérir. Oui, oui, pour moi c'est indéniable. On en discute, enfin on discute pas mal de cas qu'on a en commun. Euh, on a des fois, je demande aussi des fois à certains ostéos, est-ce qu'ils préfèrent que je passe avant la séance d'ostéopathie, des fois après, combien de temps, etc. Alors des fois, il y a des ostéos qui préfèrent avant pour que je détende bien le système musculaire pour qu'eux aillent plus loin dans leur séance, en fait. Ouais. Comme ça, ils n'ont pas forcément à faire du tissulaire. Ou enfin voilà, à s'occuper des muscles en fait, et puis ils pourront aller voir d'autres sphères de l'animal. D'autres préfèrent après, voilà, c'est chacun. Après, pour continuer le processus de relaxation, simplement. Et là, vraiment avoir un animal qui repart du bon pied. Moi, c'est vraiment un de mes partenaires Le plus proche, ouais. les plus importants Ouais. ouais, de notre pratique, en tout cas. Oui. D'accord. Et au niveau des mentions, alors, je sais plus Par, comment on utilise, enfin quel mot on utilise pour dire, mais il y a des mots qui sont plus ou moins réservés selon les activités. Je veux dire par là que on peut pas s'appeler vétérinaire comme ça, on peut pas s'appeler médecin ou pour les humains comme ça. Il y a des termes qui sont un peu réservés. J'ai plus le mot en tête exact pour définir cette notion-là. Comment ça se passe au niveau massage, enfin au niveau ostéo, au niveau masseur et au niveau peut-être quel est le terme générique si ces termes-là sont protégés. par rapport à des termes qu'on peut employer C'est ou ça, ça? c'est-à-dire que est-ce que moi si je fais une formation en ligne d'ostéo, est-ce que demain je peux écrire ostéopathie animale, ostéopathie pour chien sur une carte de visite, sur un flyer ou quoi que ce soit? Est-ce que si je fais une formation en ligne de 2 jours sur le massage animalier, est-ce que demain je peux écrire masseur animalier sur mes cartes de visite, mes flyers, etc. et me tatouer sur le front? Ou est-ce que je devrais utiliser le mot praticien manuel ou ce genre de choses? Tu vois ce que je veux dire? Alors, les ostéos ont eu un gros remaniement là
enfin l'année dernière, à peu près. En fait, toutes les personnes qui ne sont pas inscrites à un examen devant un jury de vétérinaires ou n'ont pas passé l'examen ne peuvent plus pratiquer l'ostéopathie. D'accord. Donc là, c'est que des personnes agréées par l'ordre des vétérinaires. Tous ceux qui sont au minima inscrits ou qui ont passé du coup l'examen. Donc il me semble que c'est ostéopathe, si je me trompe pas, hein, le terme. D'accord. Alors voilà, donc pour ma sœur, ça se met en place. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire au niveau ce qui se fait en travail de fond. Je sais pas encore. Je sais juste que nous, on peut dire qu'on est certifié. Voilà. D'accord. Je pense que pour le moment, c'est ce qui est le plus important entre guillemets. Ça marche. Et clairement, les résultats, enfin voilà, en général, les résultats sont là. Donc voilà, il y a pas de souci pour ça en général. Ok. Et après, au niveau des différences, au niveau des termes vraiment plus spécifiques, par exemple, un ostéopathe, nous, on peut pas dire qu'on fait une manipulation. Nous, c'est plus des manœuvres. Un ostéopathe fait des manipulations. Voilà, c'est des petits termes, des choses vraiment. Enfin, c'est des choses, des petites choses. Nous, on a dû un peu remanier aussi nos termes, vraiment. Pour être bien compréhensible par rapport au bien-être et tout ça. Voilà. C'est quelque chose qui est hyper important. Là, on attaque le sujet de la sémantique, c'est-à-dire quels mots on emploie et quel est le sens des mots. Et c'est extrêmement important d'être assez précis sur ces sujets-là pour bien savoir de quoi on parle. Et pour en revenir au niveau des mots qu'on a le droit ou pas d'utiliser pour simplifier la notion, éducateur canin comportementaliste, il y a rien du tout derrière, donc voilà, n'importe qui peut l'utiliser à ma connaissance en tout cas, sans aucune protection ni nécessité de faire quoi que ce soit. Donc voilà, ça peut être un avantage, un défaut, ça on pourrait en discuter, mais en tout cas il y a cette différence là vis-à-vis de l'ostéopathe, que d'ailleurs j'aimerais bien inviter un jour dans Radio Cabot. J'ai quelques noms, quelques contacts, si tu voudras m'en donner un peu plus tard, avec plaisir. Mais voilà, sinon j'ai déjà quelques références. Donc voilà, pour la sémantique, c'est intéressant. Émilie qui nous demande si il t'arrive de masser plusieurs fois par semaine le même animal, s'il y a beaucoup de tension ou s'il faut un temps déterminé entre chaque séance. On a plus ou moins répondu déjà. Si tu veux repréciser rapidement, de toute façon Émilie, tu auras le replay sur YouTube. Ça me permet de caser mon annonce du replay sur YouTube dès demain, donc tu pourras revoir toute l'interview, toute l'entrevue sans problème. Mais on va laisser Laura répondre quand même rapidement à la question, je t'en prie. Ouais, en général, je laisse à peu près une semaine quand même, parce que c'est beaucoup d'informations, les massages. Donc, en général, ouais, je laisse bien une semaine s'il y a beaucoup de tension, voire, voilà, ça dépend toujours de l'animal, mais ça peut être bien espacé quand même d'une semaine pour qu'il se réorganise et qu'on puisse refaire une séance. Ça marche. Alors, c'est une question plutôt rigolote. Comment est-ce que tu sais si le chien il apprécie un massage ou pas? Ah, bah ça fait partie des signes comportementaux. Exactement. Du coup, en lien, du coup, tu pourras. On n'a pas fait encore. Enfin, j'ai vu du coup ta séance à toi, mais tu pourras voir un peu et me dire, bah c'est tel signe aussi. En général, il ferme les yeux. Il y en a même qui roulent les yeux en l'air quand ça fait vraiment du bien. Il y en a qui s'assoient tout seul, qui se couchent, voilà, vraiment pour un lâcher prise du tonus. Alors, il y a, justement, tu vas pouvoir peut-être me répondre, il y a des bâillements de temps en temps. Alors, je sais qu'il me semble qu'il y a différents bâillements. Il y a des bâillements plutôt quand ils sont un peu dans le malaise et d'autres où c'est plus de la détente. Donc, ce serait cool de pouvoir rebondir dessus. Ouais, tout à fait. Alors, il faut bien comprendre que chaque... ce qu'on appelle signaux d'apaisement, mais peu importe, en fait, on va dire mimique que le chien produit, selon la manière de la faire et le contexte,
ça va évidemment changer beaucoup de choses. Sur le bâillement, tu as raison, globalement, il y en a un qui va plutôt être dans le chien est frustré, il ne sait pas quoi faire, il bâille parce qu'il il a besoin de relâcher de la tension. Dans ce comportement-là, comme on pourrait avoir un aboiement ou ce genre de choses, c'est assez commun. Une autre situation où ça va être carrément d'être mal à l'aise, comme tu l'as dit. Ça peut être frustration, ou alors en étant mal à l'aise, qui est aussi une frustration, mais par exemple, voilà, un chien qui va être un peu bloqué, où on va forcer un contact, forcer un câlin, forcer une activité, ou une situation spatiale qui est un peu tendue pour lui, où il peut pas trop s'échapper et tout, il peut relâcher du malaise dans un bâillement. Et peut y avoir aussi un bâillement juste de détente, comme on peut avoir nous aussi chez les humains. Ça dépend après aussi du contexte et de l'attitude globale du chien, et de quel comportement va produire le chien pour signaler ces notions-là de détente. C'est beaucoup une affaire de contexte, et on a aussi notamment sur le grognement par exemple, où c'est toute une affaire de contexte, où voilà, peut y avoir des grognements d'intimidation, des grognements de peur, des grognements d'oppression, où le chien se sent oppressé et du coup il grogne, et ça se traite à chaque fois différemment d'un point de vue comportement. Et donc c'est un petit peu la même chose sur le chien, sur le bâillement. Et je pense que là où encore plus tu dois avoir une bonne appréhension aussi de ça, c'est qu'à la fois tu peux le faire en visuel en observant le chien, mais également j'imagine en tactile, où au niveau du ressenti, il doit se passer quand même pas mal de choses sur un début, milieu, fin de séance, ou selon l'exercice, la technique que tu utilises, tu dois sentir quand même une belle évolution. Nous on peut la sentir dans la caresse, excuse-moi, nous on peut la sentir aussi dans la caresse, dans l'énergie que le chien déploie globalement dans ses déplacements, dans sa manière de se déplacer, etc. Mais tu as ce côté-là en plus dans ton activité où avec le contact tu ressens évidemment beaucoup les tissus, les muscles et tout ça qui peuvent varier. C'est ça, ouais. Ça peut être instantané aussi, hein. C'est-à-dire qu'un tissu qui se relâche, il peut y avoir à la seconde qui suit un signal d'apaisement. Donc vraiment, en général, l'un va pas sans l'autre. Quand on arrive à détendre, on va dire un muscle, du coup le chien arrive à l'info passe jusqu'à ce qu'il se dise, bah voilà, ça m'a apporté du bien-être, du confort, de la détente et vraiment, enfin c'est pareil pour les chevaux, hein, le mâchouillement, le bâillement, etc. C'est voilà, dès qu'on arrive on sent le tissu se relâcher, en général, quelques secondes après, on a l'animal qui réagit, vraiment. Ouais, c'est sûr. Alors Jean-Pierre qui nous pose une question, comment récompenses-tu le chien après ton travail? Alors si tu poses la question à Laura, si tu veux tu peux faire une réponse, mais moi j'ai une petite idée déjà en tête. Alors, moi j'ai pas forcément, alors faudra peut-être que justement j'en parle avec toi au niveau ouais. On va en discuter de ça. tout de suite. Ouais, carrément. Moi, j'ai pas. En fait, pour moi, j'arrive pratiquement tout le temps à avoir, même si c'est un chien qui a beaucoup de mal à se détendre, il y aura toujours, il y aura toujours un moment quand même de mini lâcher prise, que ça soit grand lâcher prise, voilà, sur le dos complètement, voilà, ou vraiment on va y avoir un clignement de l'œil, quelque chose, il va toujours y avoir une zone, une technique, à force de persévérance aussi, ou alors on va pas contraindre le chien complètement, hein, mais des fois voilà, ça peut être aussi au bout de quelques séances, des fois qu'on arrive à avoir de la confiance de sa part. Mais tout ça pour dire que pour moi, je pense que pour moi, il est récompensé d'être détendu, en fait. Voilà, pour moi, c'est ce que je pense maintenant. C'est ça, c'est ma vision sur cette activité-là, c'est-à-dire que l'activité en elle-même, en fait, est une récompense, d'accord ? Donc il n'y a pas besoin derrière de récompenser, parce que l'activité en elle-même, c'est une récompense. On retrouve ça avec tout un tas d'activités, hein. Si vous allez vous baigner avec votre chien, par exemple, le fait de nager ensemble, se baigner, c'est une activité qui en elle-même est sympathique. Jouer à la balle, si c'est joué correctement, évidemment, pas aborder les jeux de balle maintenant, mais voilà, si c'est joué correctement, faire une partie de jeu avec son chien, que ce soit avec une balle ou peu importe, c'est une activité en soi où le chien va éprouver du plaisir. Faire une promenade agréable dans un endroit que le chien aime bien, ça va être pareil, etc. etc. À condition que ça soit fait correctement, évidemment. Donc sur une séance qui se passe
j'ai envie de dire normalement, où tu vois un résultat derrière de chien qui se détend, qui apprécie le moment et qui est à l'aise dans ce que tu lui proposes, il n'y a pas nécessité de récompenser derrière parce que l'activité en elle-même est une récompense. Et je dirais presque que le fait de laisser sur un état émotionnel et physique de détente et de relaxation, c'est la plus belle des récompenses qu'il peut avoir suite à ton travail. C'est ça en fait l'objectif de la récompense que tu proposes. Derrière, là où ça pourrait être intéressant, c'est si sur une séance où tu arrives justement, alors souvent, effectivement, très très souvent, on va comment dire, on va obtenir un mini lâcher prise ou un petit peu de mieux, ou un chien qui va finir par voilà, se détendre, se plonger dans l'activité. Là où ça pourrait avoir du sens d'avoir une récompense, c'est si le chien vraiment n'éprouve pas du tout de plaisir sur toute la séance, ne serait-ce qu'un tout petit peu ou quoi que ce soit. Et donc là, derrière, c'est presque réassocier du contact avec quelque chose de sympa, parce que le contact en lui-même, il ne le trouve pas sympa. Et ça arrive. Et moi qui côtoie du chien de refuge, par exemple, c'est assez commun en refuge. De la même manière que des chiens n'apprécient pas les caresses, et ils peuvent en avoir peur ou tout simplement ne pas aimer ça. Même si c'est pas des chiens battus ni rien, ça peut avoir à voir, mais pas tout le temps. Un chien peut très bien ne pas aimer les caresses ou le contact. Dans ce cas-là, c'est peut être une réassociation derrière. Cependant, si simplement avec des techniques, tu arrives à obtenir, même un chien qui n'aime pas les caresses ou le contact, de la détente, du bien-être, de la relaxation, en fait, c'est ça en lui-même qui va lui faire une récompense. Mais comme en fait, c'est pareil que pour un humain. Il y a des humains qui n'aiment pas le massage. Donc Exactement. voilà, c'est montrer que il peut trouver son compte dans ce qu'on est en train de faire. Maintenant, je vais jamais contraindre. Si le chien a envie de partir, il le fait. Je vais pas. Voilà, on revient, on fait une séance plus légère, on revient plus tard. On va pas le forcer, quoi. C'est clair. Et par contre, là où je m'imagine sur une situation pas forcément acquise, sur un chien qui est un peu sensible au contact, où tu sens que ça a du mal à lâcher prise et tout ça, ce qui pourrait être par contre quelque chose de très important à prendre en compte, c'est qu'il va toujours falloir laisser le chien sur un bon moment. D'accord ? Donc j'imagine, expérience de pensée on va dire, début de séance, ça se passe à peu près bien, le chien se détend, il éprouve du plaisir, tout le monde est content, c'est super. Et puis à un moment on ne sait pas pourquoi, alors ça peut être soit parce que telle technique ou tel endroit il a plus de mal, il a une douleur qu'on n'avait pas vue avant, ou simplement il y a un bruit dans la maison qui le surprend, qui le fait sursauter au même moment que tu le touches. Il peut se dire ah mais en fait qu'est-ce qu'elle me fait, et puis il peut se mettre à avoir peur ou à être excité ou en tout cas à sortir d'éprouver du plaisir vis-à-vis du contact que tu as avec toi. Donc là, selon les situations, on peut faire une pause, réessayer un peu, etc. Enfin, je sais pas trop comment tu travailles, mais peu importe la situation, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faudra pas partir sur une situation comme ça et laisser le chien avec la dernière expérience de elle était en train de me toucher, j'ai eu peur ou j'ai éprouvé de l'excitation ou il y a un truc pas cool qui s'est passé et rester là-dessus, d'accord ? Donc là, ça pourrait avoir du sens de venir rajouter une récompense. Que ça soit proposer quelque chose à mâcher, proposer une activité, proposer n'importe quoi qui soit une récompense pour le chien, pour qu'il garde ce souvenir de ok, j'ai eu peur, ça s'est pas bien passé, mais à la fin il y a quand même eu un contact et j'ai éprouvé du plaisir à côté, donc voilà, ça rattrapera pas forcément le moment où il a eu peur, où il a été excité, où il est sorti du truc, mais on le reste pas sur une mauvaise interaction comme ça. Donc ça voilà. Bon, ça doit être assez rare, je pense. Bon, quoique, ça doit pouvoir arriver. Donc, tu as une stimulation qui arrive pendant le massage, qui fait sortir un peu le chien de ce truc-là. Franchement, l'environnement est très. Justement, Marie avec Néo, du coup, on le fait dans le club canin. Et bon, des fois, il y a des stimuli un peu. Donc, le chien, tout de suite, a envie de. Voilà, ils sont très, très. Les chiens de ring, ils sont très dans le stimulus, etc. Donc, ils sont très connectés à tout ce qui se passe. Donc, effectivement, dès qu'il va y avoir quelque chose, hop, il faut qu'on se remette dans le. Oui, donc ça. Alors, par contre, à l'inverse, il m'est arrivé aussi des chiens qui, normalement, étaient dans une situation complète dès qu'il y avait quelque chose. Et pendant le massage et après le massage, ils n'aboyaient plus. Par exemple dans le couloir, tout ça, elle m'a dit je ne reconnais pas mon chien, il est vraiment dans un état de détente, quoi. Mais effectivement l'environnement est très important. Pareil, les chevaux, j'essaie de pas venir en période de au moment de l'alimentation,
parce que c'est un vrai, voilà, c'est un vrai moment à eux, etc. Donc j'essaye de venir sur les séances en dehors ce moment-là, quoi. Ouais, Mm. ouais, c'est sûr. Après, c'est là où ce que tu racontais sur le fait que le chien, ça arrive, et j'imagine que c'est le plus souvent. Un chien qui va être plutôt excité ou tendu ou peureux avant et qui se calme après, ça va être tout le Mm. côté, on va dire, thérapeutique au niveau comportement. Je sais pas si j'utilise les bons mots là pour le coup sur le thérapeutique, je suis pas sûr de mon coup, mais Et en matelas, on a mal. non, mais c'est une aide, voilà, c'est une aide Voilà. qui peut accompagner un travail de rééducation comportementale Mm. sur un chien tendu, peureux, excité et tout ça. Et Mm. effectivement que si aboyez sur les voisins et vous avez un chien tendu, le massage derrière, il y a des chances que l'aboiement diminue ou disparaisse ou C'est voilà, en ça. tout cas le chien gère mieux parce que le chien a appris simplement à se détendre ou à ingérer un peu mieux ses émotions ou à voilà, en tout cas trouver vraiment une détente profonde. Mm. Et c'est pas si rare que les chiens, comment dire, qui ne savent pas se poser en fait. Hein. Moi j'ai ça assez régulièrement sur des chiens excités, sur des chiens nerveux, sur des chiens, voilà, des chiens Mm. qui ne savent pas se poser. Donc toujours, ils courent, ils tournent, ils roulent, voilà, ils sont dans tous les sens. Et là, le massage côté comportement je pense, pas mal de vertus pour des chiens qui voilà, ont du mal à se poser. Oui, là, ils vont enfin découvrir la détente, la relaxation, le calme. Et tu les auras C'est le plus aidés. difficile, hein. Voilà, tu les auras aidés pour ça, et c'est là où tu as un vrai apport bénéfique pour essayer de faire ressentir au chien un état de calme et de détente Ben, c'est qui est vrai, plus en à l'aise fait, pour lui. les chiens, en général, ils sont pas restreints, hein, ils sont pas contraints, on Mm. les a pas forcément éduqués à rester à un même endroit. Ouais. Euh, donc en vrai, pour moi, c'est ce qui est le plus sportif entre un cheval et un chien, c'est de masser un chien, Ouais. clairement. Un cheval, en général, il a été éduqué pour rester statique. Ouais. Voilà, pour qu'on fasse tous les soins, qu'on fasse le pinçage, qu'on mette la selle, etc., etc. Mm. On leur a appris à rester statique. Donc voilà, et les chiens, oui, effectivement, ils ont pas en général, ils ont pas du tout l'habitude de C'est rester clair. sur un même, en plus sur une même position, voilà, on leur demande d'être quand même des fois allongés, des fois tout ça. Alors je fais au maximum, je m'adapte au maximum aux chiens, mais des fois pour qu'il y ait vraiment une relaxation musculaire et que je puisse aller plus en profondeur, tout ça. Il faut que les muscles soient relâchés. Donc bon, des fois, on essaie quand même qu'ils soient allongés ou quoi. Donc effectivement, c'est quand même un. Alors franchement, le propriétaire est, est une vraie aide pour ça, parce que Ouais. vraiment, ouais, vraiment ça, il arrive à du coup à le calmer, à voilà, hein, le chien. Et la plupart du temps, justement, sur le propriétaire, tu as plus l'habitude de le garder avec toi pendant la séance, de lui demander de s'isoler. J'imagine que c'est pareil, c'est du cas par cas et tout ça, mais en règle générale, Mm. t'as... En tout cas, pour les chiens, non, en général, c'est avec le propriétaire. D'accord, ok, Ouais, ouais, ouais. ça marche. Et comme nous dit Jean-Pierre, est-ce que t'as déjà eu des chiens qui s'endorment? J'imagine que oui, mais je sais Alors, pas. Je sais pas vraiment. ouais, il ferme les yeux un long moment, endormir complètement, non, ça m'est pas arrivé, non, Ouais, pour moi, ok. ça m'est pas arrivé, à part Un début de détente profonde, d'entrée dans le ouais, sommeil tranquille, quoi. après, ils dorment en général parce qu'on est toujours là, hein, donc il y a aussi le départ, Ouais. voilà, il y a cette excitation de départ et tout, et en général, on m'envoie une photo quelques temps après, et ils sont en train de dormir parce qu'ils ont besoin de récupérer de tout ça, ça travaille, c'est des endorphines Mm. à gogo, donc c'est vrai que c'est souvent après, ils se laissent du coup le moment de détente une fois que tout est calme dans la maison, quoi. Ouais, ça Voilà. marche. Super. Euh, Impeccable. Bah écoutez, ça fait 1h10 d'émission. Si vous avez des petites questions, des sujets à aborder dans le chat, n'hésitez pas. Et puis pareil, Laura, si tu as un sujet en particulier que tu veux Oui, noter. il y avait une question de Karine
Alors du coup, il y a eu pas mal de questions Ah oui, je t'en prie, vas-y. qui ont été dites. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que c'était une question, est-ce que ce ne serait pas un peu de l'anthropomorphisme, Mhm. les massages envers les animaux? Ouais, Alors moi, je réponds complètement oui, d'accord. parce que pour moi, effectivement, pourquoi eux, ils ont des muscles, ils sont sollicités, ils ont du matériel adapté ou non, des tractions des fois, enfin souvent même avec la laisse ou le canicross ou quoi que ce soit, des tractions. Voilà, donc ou des animaux d'entraînement, de sportifs. Je vais parler pas mal de sportifs, mais un footballeur est suivi par un kiné avant Mhm. un match, des fois pendant, après, entre les séances, etc., entre les entraînements, je veux dire. Euh, donc voilà, pour moi, c'est clairement de l'anthropomorphisme, mais dans le bon sens. C'est-à-dire on cherche Le bien-être du chien, quoi, oui. à Enfin, de rapporter l'animal. voilà, le bien-être et de la performance, etc. Donc, et les résultats sont les mêmes. Les mêmes, C'est tu veux pour ça dire qu'on que dans le cadre humain que dans le cadre animal, quoi. Enfin, dans le cadre chien, cheval, oui, etc. je pense C'est que oui, enfin quand je discute un petit peu avec voilà, oui oui, je pense que c'est à peu près les mêmes au niveau physiologie, c'est identique hein, voilà, hein, circulation du sang, la circulation lymphatique, élimination des toxines, tout ça de toute façon c'est tout pareil hein, ouais. pourquoi pas eux quoi. Voilà, c'est tout Mhm. ça. Non, c'est Donc sûr. effectivement, ouais, je trouvais ça, mais c'est super intéressant comme question. C'est du bon anthropomorphisme. Bah, Ouais, je ouais. trouve. Non, non, ouais. Tout à fait, Mm. ouais. Puis je pense que, alors du peu que je connais, peut-être même tu vas pouvoir nous préciser aussi dans le milieu équin, que je connais là pour le coup très peu. Mm. Euh, ça se développe quand même pas mal, j'ai l'impression. Autant dans le Mm. milieu canin que équin, et j'ai l'impression que sur en tout cas tout ce qui va être compétition ou pratique de sport assez intensive, si ça se développe et que ça fait un petit moment que ça se développe et que ça continue à se développer, c'est que ça a l'air de fonctionner quand même, Oui, je pense. Donc ça, pour ce oui. côté sportif, performance et tout ça, récupération, j'ai l'impression que ça a quand même fait ses preuves. Après, du côté bien-être pour un chien de particulier, on va dire, bah, ça va être au bon vouloir de la personne, entre guillemets, mais le fait que ça se développe, ça, c'est une bonne chose pour tout un chacun avec son propre animal, de pouvoir avoir cette alternative-là et lui offrir du bien-être dans ce sens-là. Ouais. C'est ça, et prévenir les blessures, hein, un chien de compagnie aussi Ouais. peut tout à fait, voilà. Le fait je vais dire quelque chose d'assez banal, mais de monter sur le canapé, de redescendre, voilà, ça peut être à terme des tensions qu'on n'a pas forcément vues, ça peut être interne aussi, je sais pas, comment dire, moi, par exemple, enfin, juste pour vous donner un exemple, moi, par exemple, j'ai les pieds un petit peu comme ça, un petit peu, voilà, pas vraiment bien orientés. Bah, ça me fait des compensations sur tout le corps. Et moi, je vais voir mon ostéo et kiné tous les mois. Parce que je sais que, en plus, avec la voiture, avec comment dire, l'embrayage, le genou, il en prend, voilà, et les muscles, etc., l'articulation, est sollicité, Mm, mm. plus on attend et plus au bout d'un moment on a des compensations, donc de dos, de genoux, de quoi que ce soit. Plus on prévient tôt, plus, enfin mieux on se porte. Et c'est tout pareil pour les chiens et que ce soit en ostéopathie, en plein de choses. Mais de compagnie, on ne se rend pas forcément compte des fois voilà, de l'extérieur. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte hein, par rapport à des petits traumatismes du corps qu'on n'a pas, dont on ne pense pas. Voilà, pour mieux vieillir aussi, c'est vraiment intéressant de vraiment prévenir tout ça bah voilà, hein, on sait qu'au bout d'un moment, que ce soit tout le monde, hein, les mammifères en tout cas, au bout d'un moment, bah, on a un peu moins enfin, plus de restrictions Ouais. au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau
force, tout ça. Donc c'est un accompagnement aussi à la vieillesse assez important. Donc il y a pas mal de gens qui s'en rendent compte, moi, quand ils m'appellent. Pareil, ils connaissaient pas forcément cette discipline, enfin cette pratique. Et du coup, voilà, c'est prévenir avant de guérir, quoi. Ce serait la philosophie, entre guillemets. Ça marche. Écoute, si tu as un dernier sujet à aborder, tu peux nous en parler. Non, je pense que j'ai Ça le marche. tour. Et puis, on va te laisser comme d'habitude sur un petit conseil, le petit conseil que tu pourrais donner de ton point de vue de pro là-dessus. Euh, le conseil que je pourrais donner, faire attention à pas mal de sphères, euh, notamment le matériel utilisé D'accord. pour les chiens et les chevaux. Ça peut faire pas mal de conséquences musculaires. Donc voilà, il y a aussi l'entraînement, si c'est un animal sportif, de bien faire une préparation active, récupération active aussi. C'est très important pour les muscles, pour pas qu'ils restent avec des courbatures et à terme tout ça. Voilà, matériel surtout, et puis tout le panel, hein. Après, tout ce qui est chevaux, c'est dentiste, ostéo, check veto. Voilà, après, bah, masque, Ok. la porter en plus, mais en soi, voilà, ça serait, j'en oublie sûrement, mais déjà, je trouve ça très important, le matériel. Ça se développe aussi assez bien. Beaucoup de personnes se posent des questions. Et je trouve ça vraiment cool ça, de pouvoir faire attention à tout ce qui est articulaire, musculaire, respiration. Voilà. Donc, hop, la petite. Ça marche. Donc, Voilà. petit point d'intérêt sur le matériel, effectivement, c'est important. Ça marche. Écoutez, l'émission pour ce soir est terminée. C'était un grand plaisir d'avoir un petit peu ce sujet qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort de l'éducation. Donc c'était plutôt chouette. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Laura? Si tu... Alors, moi, je suis basée dans le 94, mais je me déplace dans toute l'île de France. Du coup, je vais jusqu'à Fontainebleau, etc. Donc voilà, il n'y a pas de restrictions par rapport à ça. Après, il y a des petits points plus à prévoir si jamais c'est un peu loin, mais voilà, je suis basée en Île-de-France en tout cas. Ok. Alors, on va pas te lâcher comme ça en fait en vitesse. Qu'est-ce que c'est que la récupération active, on nous demande, pour finir? Ah, récupération active, c'est vraiment de marcher longtemps après un effort, en fait, de pouvoir vraiment faire une récupération active. Vraiment, c'est vraiment parce qu'en fait, nous, on peut faire une récupération du coup avec les massages, éliminer les toxines, etc. Mais le propriétaire, au quotidien, ou au moins quand il fait des grosses séances, vraiment, faut penser. On peut pas le mettre directement, voilà, Ouais. dans la voiture et il a fait son tour directement dans la voiture et voilà, ça peut vraiment euh, enfin, être relativement néfaste. Donc vraiment bien le faire marcher après, faire une bonne temps de récupération par rapport à ça. Ça marche. Et puis on peut te retrouver, j'imagine, sur Facebook, Instagram, le site web. Voilà, Et puis voilà, toutes tes coordonnées qui vont rester. Moi, que je mettrai aussi dans tous les posts derrière. super, merci beaucoup. Merci pour ta venue. C'était sympa. Oui, Pour Radio Cabo, c'est fini ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous annoncerai durant le week-end l'horaire et l'invité de la semaine prochaine. Vous pourrez retrouver comme d'habitude le replay dès demain sur YouTube. Je vous mettrai le lien encore une fois à nouveau. Et puis n'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe Facebook Radio Cabo pour discuter des sujets, avant l'invité pour lui poser des questions, pendant même si vous souhaitez, et après pour débattre un petit peu de ce qu'on s'est dit dans l'émission. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez le lien qui traîne dans tous les posts à chaque fois. Et puis moi je vous remercie, Laura je te remercie, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Radio Cabo. merci beaucoup.